Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un monument, un livre qui fascine autant qu'il dérange. Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un peu un guide des règles cachées du jeu de l'influence et de la domination. Et attention, ça risque de bousculer pas mal de certitudes. On a tous grandi avec cette idée que pour réussir, il suffit de travailler dur et d'avoir du talent. Mais, et si ce n'était qu'une partie de l'histoire? Et si, dans les coulisses, se jouait en permanence un jeu de stratégie bien plus subtil, bien plus complexe? Cette phrase de l'historien romain Tacite, que Greene met en avant, elle donne tout de suite le ton. C'est une vérité qui dérange un peu. Les relations humaines, c'est rarement aussi simple qu'on le pense. Un service rendu peut cacher un calcul, un succès peut déclencher une jalousie féroce. Bref, on entre dans le grand échiquier de la psychologie du pouvoir. Et Da Vinci, lui, nous alerte sur un autre point crucial, le contrôle de ce qu'on dit. Parler trop, dévoiler ses cartes, c'est se rendre incroyablement vulnérable. C'est une idée centrale qui nous amène tout droit à notre premier grand thème. Alors, première chose à comprendre, comment la réputation, l'apparence peuvent être bien plus puissantes que la réalité elle-même. Et pour ça, l'histoire qui suit est juste parfaite. On part dans la Chine ancienne, en pleine guerre des Trois Royaumes. Imaginez un stratège de génie, Zhuge Liang. Il est complètement piégé, coincé dans une petite ville avec quasiment aucune défense. Franchement, la situation semble totalement désespérée. Et pour bien comprendre l'ampleur du désastre, face à lui, son éternel rival, Sima Yi, débarque avec une armée de 150 000 hommes. Et Liang, lui, il n'a qu'une centaine de soldats. Le calcul est vite fait, la défaite semble, inévitable. Et que fait-il? Exactement l'inverse de ce que la logique voudrait. Il donne l'ordre d'ouvrir les portes de la ville en grand, puis il monte tranquillement sur les remparts, s'assoit et commence à jouer de son luth, l'air de rien, pendant que ses quelques soldats balayent tranquillement les rues en bas. Alors, Sima Yi arrive, il voit cette scène complètement surréaliste et il s'arrête net. Il connaît la réputation de Zhuge Liang, ce maître absolu de la ruse. Pour lui, ce calme, cette confiance, ça ne peut être qu'un piège énorme. Terrifié à l'idée de tomber dans une embuscade, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne la retraite. C'est ça qui est fou. Zhuge Liang a gagné sans tirer une seule flèche, juste avec le pouvoir de sa réputation. La perception a totalement écrasé la réalité. Allez, on change de registre, on aborde maintenant un autre concept super important, la loi numéro 10. Une mise en garde contre un danger bien plus subtil, le malheur des autres. Le livre parle de certains individus comme étant des agents infectieux. Ce sont ces personnes qui semblent être des aimants à problème, qui attirent le désastre. Et le pire, c'est que leur instabilité émotionnelle est contagieuse. Elle finit par déteindre sur leur entourage. Le malheur est littéralement décrit comme une sorte de virus. Et l'exemple historique, c'est Lola Montez, une courtisane du 19e siècle. Regardez bien, partout où elle passe, c'est le chaos. Son amant parisien, il est tué en duel. Le roi de Bavière, dont elle devient la maîtresse, il est forcé d'abdiquer à cause d'émeutes. Son mari, un officier anglais, sa carrière est ruinée et il finit par se noyer. C'est une véritable traînée de destruction. Alors comment on les reconnaît? Le livre donne des indices. Ce sont souvent des gens qui se posent en victime, alors qu'en fait, ils sont les principaux artisans de leurs propres problèmes. Leurs émotions sont hyper intenses, déstabilisantes, et ils finissent par pomper toute l'énergie de ceux qui essaient de les aider. Le conseil de la loi est radical. Il faut fuir. Bon, la dernière loi qu'on va explorer ensemble, c'est peut-être la plus dérangeante de toutes. Celle qui suggère d'utiliser l'honnêteté et la générosité comme les meilleures armes de tromperie. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a Al Capone, le gangster le plus brutal et le plus craint de Chicago. De l'autre, le comte Victor Lustig, un escroc de génie, tout en finesse, tout en élégance. Et Lustig a un plan complètement fou. Arnaquer Al Capone lui-même. Il va donc voir Capone et lui fait une promesse incroyable. Il peut doubler un investissement de 50 000 $ en seulement 60 jours. Capone, qui est sans doute plus amusé qu'autre chose par tant d'audace, accepte de jouer et lui donne l'argent. 2 mois s'écoulent, tic-tac. Et voilà que Lustig se pointe de nouveau dans le bureau de Capone. C'est l'heure des comptes. Il doit maintenant faire face à l'homme le plus impitoyable de la ville. Logiquement, il n'y a que 2 scénarios possibles. Soit Lustig revient avec les 100 000 $, soit il a pris la fuite pour éviter de finir avec les pieds dans le ciment. On est d'accord, non? Eh bien non. Lustig fait un truc totalement inattendu. Il pose les 50 000 $ de départ sur le bureau, s'excuse platement, et il avoue que son plan a lamentablement échoué. Il rend chaque centime, et là, c'est un coup de génie. Capone est complètement soufflé. Il s'attendait à tout, à être arnaqué, à devoir punir Lustig, mais pas à ça. Pas à cette honnêteté. Il est tellement décontenancé qu'il lui dit « Mon Dieu, mais vous êtes honnête !» Et pour aider cet homme si droit, il lui donne 5 000 $ de sa propre poche. Lustig repart avec 5 000 $, gagné en prétendant avoir échoué. Brillant.
Au final, ces 3 histoires, elles nous montrent bien la philosophie du livre. Le pouvoir, ce n'est pas juste une question de force. C'est un jeu social, un jeu de psychologie hyper complexe, où la perception qu'on projette est souvent plus importante que la réalité, où les gens qu'on fréquente peuvent nous sauver ou nous couler, et où même une vertu comme l'honnêteté peut devenir une arme redoutable. La question qu'on peut se poser à la fin, c'est est-ce que ces lois sont juste un manuel pour manipulateurs ou est-ce qu'elles sont un miroir? Un peu cynique, certes, mais finalement assez juste de la nature humaine et des dynamiques de pouvoir qui nous régissent tous. Le débat est ouvert.